Je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureux de mon ex. Elle a pleuré 2 semaines avant le mariage, alors j'ai tout annulé. J'ai vendu la maison et déménagé d'État. Les marque-places sont arrivées un mardi, je m'en souviens, car le soleil traversait la grande fenêtre en bail de la maison que nous avions achetée ensemble, illuminant les particules de poussière, dansant dans l'air comme des paillettes d'or. Je venais de terminer l'assemblage de la dernière étagère IKEA, d'une complexité absurde, pour notre bibliothèque commune, un projet que j'avais repoussé pendant des mois. L'odeur du pain frais et du café flottait dans l'air. C'était un moment parfait et paisible, le genre que l'on enregistre mentalement comme un heureux souvenir. Chloé était à table, un véritable fort de planification de mariage. Des classeurs, des échantillons de tissus et un arc-en-ciel de marque-place l'entouraient. Elle écrivait méticuleusement les noms avec son élégante écriture cursive en boucle, la seule chose, disait-elle toujours, que sa mère lui avait apprise et qui était réellement belle. « Regarde ça, Liam, dit-elle, en levant un marque-place. Monsieur et Madame Henderson. Ça a l'air si officiel. » Je me suis approché, essuyant la sueur de mes mains sur mon jean, et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Ses cheveux sentaient son shampoing, la noix de coco et la vanille. C'est officiel. 2 semaines. Nous y sommes presque. Elle sourit, mais son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'avais remarqué cela souvent ces derniers temps, un regard lointain, une préoccupation que j'avais attribuée au trac pré-mariage. J'étais architecte, je comprenais le stress. Je pensais que c'était juste la pression de finaliser une centaine de détails différents. Je pensais, dit-elle, sa voix un peu trop légère, que nous devrions peut-être avoir une table séparée pour les enfants après tout. Les jumeaux de ma cousine sont très énergiques. Tout ce que tu penses être le mieux, chérie. Tu es la PDG de l'opération. D'accord. Je vais nous faire plus de café. C'était notre vie, les silences confortables, les projets partagés, les taquineries douces. Nous avions construit cela, la maison, l'avenir, notre nous. Pendant 3 ans, cela avait semblé être la construction la plus solide de ma vie. Cette nuit-là, la solidité s'est transformée en sable. J'étais au lit, lisant un roman sur ma tablette, quand elle est entrée. Elle avait été silencieuse toute la soirée, prétextant un mal de tête. Elle ne s'est pas préparée pour dormir. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le bord du matelas, le dos tourné vers moi, le poids de son corps faisant grincer les ressorts. « Liam, dit-elle, sa voix petite et tendue. Nous devons parler. » J'ai posé la tablette, mon cœur a fait un petit sursaut, le genre qu'il fait quand on sent une chute soudaine sur des montagnes russes dont on ne savait pas qu'on était à bord. « D'accord, qu'y a-t-il ? Est-ce encore le coordinateur de la salle ? Dois-je y aller ? Ce n'est pas la salle. » Elle prit une inspiration courte et saccadée. C'est tout. Je me suis redressé, m'appuyant contre la tête de lit. Que veux-tu dire par tout ? Parle-moi. Elle s'est alors tournée, et dans la faible lumière de ma tablette, j'ai vu que son visage était couvert de larmes. Mon premier instinct fut de la rejoindre, de la réconforter. Je me suis retenu. Il y avait un mur là, invisible, mais palpable. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, les mots me frappant comme un coup physique. Je suis tellement désolé, Liam. Je ne peux pas t'épouser. Le monde ne s'est pas brisé. Il s'est juste arrêté. Le bourdonnement du réfrigérateur s'est estompé. L'horloge sur la table de chevet est devenue silencieuse. Il n'y avait que le son de mon propre sang qui battait dans mes oreilles. De quoi parles-tu ? Ma voix était étrangement calme. Est-ce juste le trac ? Parce que c'est normal, Chloé. Tout le monde dit que c'est normal. Elle secoua la tête, les larmes tombant plus vite maintenant. Ce n'est pas le trac. C'est mon cœur. Il n'y est pas. Il n'y est pas ? J'ai répété la phrase, la sentant étrangère et stupide sur ma langue. Nous avons acheté une maison ensemble. Nous avons une assurance commune. Nous nous marions dans 14 jours. Ton cœur semblait y être tout à fait depuis les 3 dernières années. Je sais. Je pensais que c'était le cas, pleura-t-elle, sa voix montant en flèche. Je pensais que je l'avais oublié. Je le pensais vraiment. Mais chaque fois que je regarde ces marque-places,
Chaque fois que je goûte les échantillons de gâteau, chaque fois que je choisis une chanson pour la première danse, je ne pense pas à toi et à moi, je pense à lui. L'air quitta mes poumons. Lui. Il n'y avait qu'un seul lui qui portait ce poids. Jake, l'ex-petit ami d'avant moi, celui avec la moto et le sourire insouciant. Celui qui lui avait brisé le cœur et dont j'avais passé des années à chasser patiemment le fantôme. Jake, dis-je, le nom une malédiction dans la pièce silencieuse. Elle hocha la tête, une nouvelle vague de sanglots secouant son corps. Elle était l'image de la misère, mais tout ce que je pouvais ressentir était un engourdissement froid et grandissant. Il m'a contacté il y a quelques mois, juste pour parler, a-t-il dit. Et nous avons commencé à parler, et tout est revenu en force. La passion, l'intensité. Ce n'était jamais comme ça avec nous, Liam. Ce que nous avons est confortable. C'est sûr. Mais avec lui, je me sens vivante. Chaque mot était une coupe chirurgicale précise. Alors, dis-je, ma voix toujours plate, dénuée de la rage qui aurait dû être là, laissez-moi bien comprendre. Pendant des mois, alors que nous planifions notre mariage, réservions une salle, envoyions des invitations, achetions une maison, tu as été émotionnellement impliqué avec ton ex-petite amie. Ce n'était pas comme ça, insista TL, le refrain classique de celle qui est prise en faute. C'est juste arrivé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis juste. Je suis tellement confuse. Je ne peux pas t'épouser quand je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas juste pour toi. L'hypocrisie était si vaste, si époustouflante que j'ai presque ri. L'injustice était le fondement de toute cette conversation. J'ai regardé autour de notre chambre, la photo de nous au Costa Rica sur la commode, le placard où ses vêtements pendaient à côté des miens, la pile de classeurs de mariage visible à travers la porte. Tout ressemblait à un décor de théâtre, une fabrication fragile. L'homme que j'étais il y a 2 minutes aurait supplié. Il aurait énuméré tous nos heureux souvenirs. Il aurait promis d'être plus passionné, moins sûr. Il se serait battu pour elle. Mais cet homme était parti, démantelé par 6 phrases. Je l'ai regardé, cette femme qui pleurait parce qu'elle se brisait le cœur elle-même en me trahissant. J'ai vu toute la narration pathétique qu'elle s'était construite, l'héroïne tragique déchirée entre Liam, sûr et fiable, et Jake, passionné et excitant. Et j'en avais fini d'être un personnage dans son histoire. J'ai balancé mes jambes hors du lit et me suis levé. Je me sentais incroyablement calme, le genre de calme qui vient après un diagnostic, quand le pire a été confirmé et qu'il ne reste plus que le traitement. D'accord, dis-je. Elle me regarda, ses sanglots s'interrompant par des hoquets. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je comprends, dis-je en marchant vers la porte. Tu es amoureuse de Jake. Tu ne peux pas m'épouser. Le message est bien reçu. Liam, attends. Elle s'est précipitée hors du lit. Tu ne vas rien dire d'autre? Tu n'es pas en colère? Crie-moi dessus. Quelque chose. Je fis une pause à l'embrasure de la porte, ma main sur le chambranle. Je la regardai, la confusion stupéfaite sur son visage maculé de larmes. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à une scène digne de son grand dilemme tragique. Je ne lui ai rien donné. Que voudrais-tu que je dise, Chloé? Tu as été très claire. Tu penses que ce que nous avons construit est confortable. Tu penses qu'il te fait te sentir vivante? Je ne vais pas te supplier de voir de la valeur dans une vie que tu as déjà décidé de jeter. Je me suis retourné et j'ai descendu le couloir vers la chambre d'amis. Le sol était frais sous mes pieds. Derrière moi, j'ai entendu un cri étouffé, mais je n'ai pas regardé en arrière. La première phase était terminée. La démolition avait commencé. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans le fauteuil de la chambre d'amis, regardant l'horloge numérique sur la table de chevet passer de 23h59 à minuit. Mon jour de mariage était maintenant dans 13 jours. Cette pensée n'était plus une source de joie, mais un simple problème logistique à résoudre. L'engourdissement initial s'était estompé, remplacé par une clarté froide et cristalline. Il n'y avait pas de place pour le chagrin. Le chagrin était un luxe pour une version future de moi. La version actuelle avait un projet à gérer, le démantèlement systématique d'une vie. À 7h01 du matin, j'ai entendu la porte de la chambre principale s'ouvrir et le bruit de la douche.
J'ai attendu que cela s'arrête, puis je suis sorti. Chloé était dans la cuisine, les yeux gonflés et rouges, serrant une tasse de thé. Elle me regarda, une question silencieuse flottant dans l'air. As-tu changé d'avis? Vas-tu te battre pour nous? Je suis passé devant elle pour aller à la cafetière. Je ne l'ai pas regardée. Liam, commença-t-elle, sa voix fragile. Je dois passer quelques appels, dis-je. Mon ton était aussi neutre que si j'avais dit, je dois faire la vidange. J'ai versé mon café, suis entré dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. Le premier appel fut le plus difficile. Ma mère répondit à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse. Liam, bonjour, chérie. Je finalise juste la liste des invités pour le dîner de répétition avec ton père. J'ai pris une inspiration. Il n'y avait pas de bonne façon de faire. Maman, le mariage est annulé. Un instant de silence stupéfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire annulé? Est-ce que quelque chose est arrivé à la salle? Un incendie? Non. Chloé est amoureuse de quelqu'un d'autre. Son ex, Jake. Elle ne peut pas s'y résoudre. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais entendre le son de son monde en train de se recalibrer. Oh, mon garçon. Oh, Liam. Je suis tellement désolé. Où es-tu? Tu vas bien? Tu veux qu'on vienne? Je vais bien. Je suis à la maison, et non, s'il te plaît, ne venez pas. J'ai beaucoup à gérer. Nous pouvons t'aider, chérie. Nous pouvons, maman, dis-je, ma voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Je dois te demander de le dire à papa, et je dois te laisser me laisser gérer ça à ma façon. Il n'y a rien à discuter. C'est fini. J'ai raccroché, la finalité des mots s'installant dans la pièce. Puis j'ai ouvert le tableur principal du mariage, mon chef-d'œuvre de gestion de projet codé par couleur et hyper organisé, et je me suis mis au travail. Les appels ont commencé. J'étais une machine, et mon script était brutalement efficace. Appel au coordinateur de la salle, Evelyne. Evelyne, c'est Liam Walsh. Concernant la réservation du 15, je dois annuler. Oui, le mariage. La mariée est amoureuse de son ancien partenaire. Non, il n'y a pas de report. Veuillez m'envoyer par email la facture finale pour les frais d'annulation. Merci de votre compréhension. Clic. Appel au traiteur. Bonjour, c'est Liam Walsh. J'annule la commande pour le 15. L'événement est annulé. La raison? Des différences de cœur irréconciliables. Juste les frais d'annulation. Veuillez me les envoyer par email. Clic. Appel au groupe. Oui. Bonjour, Liam Walsh. Vous êtes réservé pour mon mariage le 15. Considérez-vous comme non réservé. La mariée a annulé. Oui, c'est une situation merdique. Envoyez la facture. J'étais sans pitié, chirurgicalement honnête. J'ai utilisé les mots « annulé » et « amoureuse de son ex » comme un scalpel, coupant toute gêne potentielle ou pitié. Ma franchise était un bouclier. Elle anticipait leurs questions et dépouillait la situation de son drame, la réduisant à une simple transaction, un événement annulé avec les coûts associés. Vers midi, je suis sorti pour prendre un verre d'eau. Chloé était sur le canapé, enveloppée dans une couverture, son téléphone à la main. Elle semblait complètement déconcertée. Le groupe vient de m'envoyer un texto, dit-elle, la voix creuse. Ils ont dit qu'ils étaient désolés d'apprendre l'annulation. Comment le savent-ils déjà? Je leur ai dit, dis-je, en remplissant mon verre d'eau. Tu leur as dit? Que as-tu dit? La vérité. Je me suis tourné pour la regarder et, pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose au-delà du regret dans ses yeux, de la honte. J'ai dit que la mariée est amoureuse de son ex-petite amie et que le mariage est annulé. Cela semblait le moyen le plus efficace d'éviter toute confusion. Son visage se froissa. Tu n'avais pas à leur dire ça. Tu m'humilies. Un sourire froid effleura mes lèvres. Non, Chloé, tu t'es humiliée toi-même. Je ne fais que gérer la logistique. Je suis retourné au bureau. Le prochain appel était destiné à un agent immobilier que je connaissais professionnellement.
J'ai mis la maison en vente telle qu'elle, meublée. Je voulais la vendre rapidement. Ensuite, j'ai appelé une entreprise de garde-meubles et j'en ai réservé un pour mes affaires personnelles, les livres, les outils, les choses qui étaient à moi avant elle. J'ai travaillé jusqu'à ce que le ciel, par ma fenêtre, passe du bleu au noir. Quand je suis sorti, la maison était silencieuse. Chloé était partie, probablement chez une amie ou chez Jack. Ça n'avait pas d'importance. Je me suis tenu dans le salon, théâtre de la destruction de la nuit dernière. Les marque-places étaient toujours sur la table. J'en ai pris un, monsieur et madame Henderson. Je ne l'ai pas froissé. Je l'ai simplement jeté dans la poubelle de recyclage. Ce n'était plus que du papier. Le chagrin était là, un vaste océan sombre attendant sous l'iceberg sur lequel je me tenais, mais je ne le laisserai pas passer. Pas encore. Pour l'instant, il n'y avait que la tâche suivante, l'appel suivant, la prochaine boîte à emballer. Je disparaissais, pièce par pièce, d'une vie qui m'avait déjà effacé. J'ai emménagé dans un appartement temporaire la semaine suivante. Le silence y était différent. Il était à moi, non contaminé par son fantôme. Le chagrin a finalement brisé la glace. Et pendant quelques jours, je l'ai laissé faire. Je me suis assis dans le noir. Je ne me suis pas rasé. J'ai mangé des plats à emporter. Je me suis permis de ressentir le poids écrasant de la trahison. Et puis, quand j'ai eu fini, je me suis levé, j'ai pris une douche et je me suis remis au travail. La vente de la maison s'est déroulée à un rythme brutal. Je l'ai mise en vente pour la vendre, et ce fut fait en moins de 10 jours. Le bénéfice, une fois le prêt hypothécaire remboursé, a été partagé en deux. J'ai transféré sa moitié sans un mot. C'était le dernier lien financier entre nous. Ma firme avait des bureaux dans tout le pays. J'ai demandé un transfert à la succursale de Denver, une ville que j'avais toujours aimée, mais que Chloé avait jugée trop rugueuse. Ils ont accepté. J'ai utilisé ce qu'il restait de mon fonds de lune de miel pour un acompte sur un loft moderne avec vue sur les montagnes. J'ai bloqué le numéro de Chloé. J'ai supprimé mes comptes de médias sociaux et en ai créé de nouveaux, privés. J'étais un fantôme, et je construisais un nouveau repère à 2000 miles de distance. Les informations sur sa chute ne sont pas venues d'elle. Elles sont venues au compte-gouttes d'une seule amie commune rongée par la culpabilité, Stacy, que j'avais oublié de bloquer. Stacy, 3 semaines après mon déménagement, salut, Liam. J'ai appris que tu avais déménagé. J'espère que tu vas bien. C'est un désordre ici. Chloé et Jake ont duré environ un mois. J'ai lu le texto. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas répondu. Stacy, une semaine plus tard, Jake lui a dit qu'il n'était pas fait pour la monogamie, a dit que tout le drame de voler une mariée était la partie excitante. Maintenant que c'était réel, il s'ennuyait. Il voit déjà quelqu'un d'autre. Une partie de moi, le vieil architecte, appréciait l'ironie. La fondation pour laquelle elle m'avait quitté n'était pas seulement bancale, elle était inexistante. C'était un homme qui s'épanouissait dans le plan d'une liaison, pas dans la construction d'une vie. Stacy, un mois plus tard, Chloé est un désastre. Elle a dû retourner vivre chez sa mère. Beaucoup de gens sont en colère contre elle. Elle a perdu des tonnes d'argent avec les trucs de mariage que tu n'as pas annulés. J'ai finalement tapé une réponse. Moi, Stacy, j'apprécie que tu penses à moi, mais ce qui se passe dans la vie de Chloé ne m'intéresse plus. S'il te plaît, ne me donne plus de nouvelles. J'espère que tu vas bien. J'ai bloqué son numéro. Le pipeline était fermé. Le karma était parfait, et il était entièrement de sa propre fabrication. Elle avait été jetée, tout comme elle m'avait jeté. La passion et l'intensité qu'elle recherchait l'avaient réduite en cendres. La vie confortable et stable qu'elle avait méprisée était exactement ce dont elle avait désespérément besoin maintenant. Sa réputation était en lambeaux. Ses finances étaient un désastre, et elle vivait dans sa chambre d'enfance, entourée des fantômes de ses propres terribles décisions. Je me tenais sur le balcon de mon loft à Denver, respirant l'air vif et frais. Les Rocheuses étaient une silhouette violette contre un coucher de soleil orange flamboyant. En contrebas, les lumières de la ville commençaient à scintiller, chacune une possibilité que je n'avais pas eue auparavant. Je ne ressentais aucune satisfaction, aucun, je te l'avais bien dit, triomphant. Le sentiment était plus profond que cela, c'était une indifférence complète et absolue.
Sa souffrance n'était pas ma victoire. Ma victoire, c'était cette vue, cette paix, cette nouvelle vie construite sur le terrain solide de ma propre valeur, un terrain qu'elle s'était montré indigne de partager. Le chaos était le sien. Le silence était le mien. Et je préférais le silence. Le silence dans ma nouvelle vie était un baume. Je l'ai rempli des sons d'une ville que j'apprenais à aimer, le lointain sifflement d'un train, le bourdonnement du trafic du centre-ville, le vent sifflant à travers les cols de montagne. J'ai construit une nouvelle routine. J'ai rejoint une salle d'escalade. J'ai commencé à sortir occasionnellement avec une femme de mon immeuble qui était intelligente, drôle, et n'avait aucun lien avec les débris que j'avais laissés derrière moi. Ma paix était ponctuée par les lointaines explosions étouffées du délitement de Chloé. Mon nouveau numéro était une forteresse, mais elle a trouvé des fissures dans les murs que j'avais construits. Cela a commencé 6 mois après mon départ. Numéro inconnu, salut, c'est Chloé. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais j'ai vu une photo des Rocheuses sur le Facebook de ta mère, et ça m'a fait penser à ce voyage dont nous avions parlé. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le texto, son audace, le ton désinvolte et nostalgique, comme si elle était une vieille amie de camp qui prenait des nouvelles. Elle testait le terrain, voyant si le pont était encore là. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Il n'y avait pas de pont. Il y avait un canyon, et j'étais de l'autre côté. 2 semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec un message vocal d'un autre nouveau numéro. Contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. Sa voix était chargée de larmes, une tristesse dramatique et performative. Liam, c'est moi. Mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. Jake. Il était un monstre. Tu avais raison sur tout. Il m'a utilisé et puis il est juste parti. J'ai tout perdu. Nos amis, la maison, mon avenir. Je suis si seul. Je n'arrête pas de penser à notre cuisine et à la façon dont tu me faisais du café le matin. J'étais tellement idiote. J'ai ruiné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, peux-tu juste me rappeler? J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai ressenti une pitié clinique et distante, le genre que l'on pourrait ressentir pour un personnage dans un film déprimant. Elle ne s'excusait pas de m'avoir fait du mal. Elle déplorait les conséquences auxquelles elle était confrontée. Elle regrettait le café que je faisais, la stabilité que je lui offrais, la vie que j'avais organisée. Elle ne me regrettait pas moi. J'ai supprimé le message vocal. La prochaine attaque est venue par l'intermédiaire d'un « Flying Monkey ». Mon téléphone a sonné et l'écran a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis un an, Carole, la mère de Chloé. J'ai failli ne pas répondre, mais une froide curiosité a eu le dessus. Marc, c'est Carole. Son ton était le même que toujours, sec, impérieux, présumant l'obéissance. C'est Liam, Carole. Et à quoi dois-je le plaisir? Elle ignora la correction. Nous devons parler de Chloé. Elle est dans un très mauvais état. 7. Cet animal pour qui elle t'a quitté l'a détruite. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je, ma voix plate et dénuée de toute véritable tristesse. Tu ne vas rien faire, demanda-t-elle, sa voix montant. Tu l'as aimé autrefois. Un vrai homme ferait preuve de compassion. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs, Liam. Ne te soucies-tu plus d'elle du tout? Ce fut le moment crucial. Le piège était tendu. Accepter, et je serais ramené dans le drame. Me mettre en colère, et je prouverai que je tenais toujours à elle. J'ai choisi une troisième option. La vérité, Carole, dis-je, ma voix calme et mesurée, Chloé n'a pas fait une erreur. Elle a fait un choix conscient et soutenu de me trahir 2 semaines avant notre mariage. La personne que tu décris, celle qui ne mange pas et ne dort pas, fait face aux conséquences directes de ce choix. Son bien-être ne me concerne plus. Il ne l'a pas été depuis longtemps. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin, mais ce ne sera pas de ma part. Au revoir. J'ai raccroché face à ces protestations balbutiantes, qui, je le savais, seraient la goutte d'eau pour Chloé. La logique calme et inattaquable était une arme contre laquelle elle ne pouvait pas lutter. Elle lui refusait l'explosion émotionnelle dont elle avait besoin pour se sentir validée. Il a fallu moins de 24 heures pour que le masque tombe complètement.
Un dernier texto a flambé sur mon écran, provenant d'un troisième numéro. Numéro inconnu, tu es un salaud froid et sans cœur. Tu ne m'as jamais vraiment aimé, ou tu te serais battu pour moi. Tu as juste abandonné et tu as fui. Tu es un lâche. Je suis contente de ne pas t'avoir épousé. C'était ça. Les vraies couleurs, flamboyantes d'un feu hypocrite et amer. Elle avait entièrement réécrit l'histoire. Dans son esprit, j'étais le méchant pour ne pas l'avoir supplié de rester après qu'elle m'eût dit qu'elle aimait un autre homme. J'étais le lâche pour ne pas m'être battu pour une relation qu'elle avait déjà torpillée. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement supprimé le message. Elle avait enfin montré sa dernière carte, et c'était un joker. Elle n'avait plus aucun pouvoir. Un an jour pour jour après avoir signé les documents de transfert initiaux, ma nouvelle entreprise m'a renvoyé dans mon ancienne ville pour une présentation client majeure. C'était ma première fois de retour, la ville semblait plus petite, comme un costume que j'avais dépassé. La présentation fut un succès. Alors que j'emballais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. C'était mon avocat. Les derniers papiers de la vente de la maison, un document fiscal que nous avions manqué, étaient prêts pour ma signature. Je pouvais les signer électroniquement, ou je pouvais passer à son bureau, qui n'était qu'à quelques pâtés de maison, avant mon vol. J'ai choisi de passer. Je voulais que chaque dernier fil soit rompu. Alors que je sortais du gratte-ciel élégant, document en main, j'ai ressenti un sentiment de profonde clôture. Le chapitre était officiellement, légalement terminé. J'ai décidé de prendre un dernier café à l'endroit où Chloé et moi allions le dimanche. Non pas par nostalgie, mais comme une sorte d'exorcisme. J'étais debout au comptoir, attendant ma commande, quand j'ai senti une présence derrière moi. Une odeur familière de noix de coco et de vanille, maintenant aigrie par une note de cigarettes éventées. Liam. Je me suis retourné. C'était Chloé. Elle semblait fatiguée. Ses vêtements étaient à la mode, mais bon marché, une imitation fast fashion de son ancien style. Ses yeux avaient un regard frénétique et affamé, et de nouvelles ridules apparaissaient autour de sa bouche. La femme vibrante que j'avais demandée en mariage était partie, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus désespéré. Chloé, dis-je, ma voix neutre, comme si j'accueillais une connaissance. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Elle serra la sangle de son sac à main comme une bouée de sauvetage. Ma mère a dit que tu étais en ville pour le travail. J'espérais te croiser. Je doutais que ce soit une coïncidence. Eh bien, nous y sommes. Pouvons-nous parler juste une minute, s'il te plaît? La supplication dans sa voix était à vif. J'ai regardé ma montre. Mon vol n'était que dans 3 heures. Je ne ressentais aucune anxiété, aucune colère, juste un désir lassant de terminer cette dernière affaire. D'accord, 5 minutes. Nous avons pris une petite table dans le coin. Elle serra son latte à 2 mains, comme pour se réchauffer. Tu as bonne mine, dit-elle, ses yeux me scrutant. Je portais un costume bien taillé. J'étais bronzé par les randonnées du week-end, et ma posture n'était plus celle d'un homme portant le poids d'une relation en échec. J'avais l'air de ce que j'étais, réussi et en paix. Merci, dis-je. Tu voulais parler. La digue céda. Ce fut un monologue répété, plein de l'apitoiement sur soi que j'avais entendu dans son message vocal. Ma vie est un désastre, Liam, un désastre complet. J'ai perdu mon emploi. Je fais la serveuse. Jake était un escroc. Il a vidé mes cartes de crédit avant de partir. Je vis avec ma mère et c'est humiliant. Je vois parfois nos amis, et ils me regardent avec une telle pitié. Elle me regarda, les yeux suppliants. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis, ma maison. Toi. Tu étais ma vraie vie. J'étais une idiote. Une idiote effrayée et stupide. Nous pouvons recommencer, n'est-ce pas? Nous pouvons retrouver ce que nous avions. J'ai pris une lente gorgée de mon café noir. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, lui permettant de voir qu'ils n'avaient aucun effet sur moi. Chloé, dis-je, ma voix calme et ferme, comme un professeur expliquant un concept simple à un élève lent, ce que nous avions est un souvenir, et pas un particulièrement bon. Tu vois, tu n'as pas seulement brisé mon cœur 2 semaines avant notre mariage. Tu m'as montré que la femme que j'aimais était une fiction.
La vraie toi était capable d'une cruauté et d'un égoïsme que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je levai une main, non pas durement, mais avec une finalité décisive. Et pour cela, continuai-je, je suis en fait reconnaissant. Cela m'a forcé à construire une vie que j'aime vraiment. Une vie qui n'est pas bâtie sur les fondations fragiles des caprices d'une autre. Je ne te hais pas. Je ne te souhaite aucun mal. Mais je ne pense pas non plus à toi. Tu es un dossier clos. Une leçon apprise. Des larmes de frustration maintenant, pas de tristesse, montèrent à ses yeux. Alors c'est tout? Après tout ça, tu vas juste être ce robot froid et insensible? J'ai presque souri. Non, je ressens beaucoup de choses. Je sens le soleil sur mon visage quand je randonne. Je ressens la satisfaction d'un projet bien construit. Je ressens l'excitation pour mon avenir. J'ai juste choisi d'arrêter de ressentir quoi que ce soit pour toi. C'était un choix qui a amélioré ma vie incommensurablement. Je me suis levé, tirant ma valise cabine sur mon épaule. J'ai posé un billet de $10 sur la table pour mon café. J'ai un avion à prendre. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Chloé, mais ce ne sera pas avec moi. Au revoir. Je me suis retourné et j'ai quitté le café, la laissant assise là, petite et vaincue. Je n'ai pas regardé en arrière. L'air du Colorado m'attendait, et les montagnes m'appelaient à la maison. Elle était déjà un fantôme, et j'avais cessé de croire aux fantômes il y a longtemps.